Le comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 29e épisode, ce que Dieu veut. Le crime est flagrant. Mademoiselle de Villefort a emballé elle-même les médicaments qu'on a envoyés au marquis de Saint-Méran. Et monsieur de Saint-Méran est mort. Mademoiselle de Villefort a préparé les tisanes de la marquise de Saint-Méran. Et madame de Saint-Méran est morte. Mademoiselle de Villefort a pris des mains de Barrois la carafe de limonade que le vieillard vide ordinairement dans la matinée. Et votre père n'a échappé à la mort que par miracle. Valentine est coupable. Mon Dieu. C'est elle, l'empoisonneuse. Monsieur le procureur du roi, faites votre devoir. Docteur, par pitié, épargnez mon honneur. Malheur à vous, monsieur de Villefort, si vous ne vous hâtez pas de frapper le premier. Je n'ai pas cette force que vous avez. Je souffrirai et j'attendrai la mort. Prenez garde, Villefort. Elle sera lente à venir, cette mort. Vous la verrez s'approcher après avoir frappé votre père, votre femme, votre fils, peut-être. Non, non, Valentine n'est pas coupable. Il n'y a pas de crime dans ma maison. Écoutez, que vous importe que je meure assassiné? Êtes-vous mon ami, d'Avrigny? Je vous dis non, ma fille ne sera pas traînée par moi aux mains du bourreau. Et si vous vous trompiez, si c'était un autre que ma fille? C'est bien. J'attendrai. Merci. Seulement, si quelques personnes de votre maison tombent malades, ne m'appelez pas, car je ne viendrai plus. Vous m'abandonnez. Je ne puis pas vous suivre plus loin, et je ne m'arrête qu'au pied de l'échafaud. Monsieur. Qu'y a-t-il, Pasquier? Monsieur, je suis chargé, au nom du personnel, de vous demander la permission de nous retirer. Nous ne pouvons plus rester, parce que... Parce que la mort est dans la maison, monsieur. Monsieur Andrea, n'êtes-vous pas un peu jeune pour songer au mariage? La vie est si fonceuse que l'on doit saisir le bonheur aussitôt qu'il passe à votre portée. En admettant que vos propositions, qui m'honorent, soient agréées de ma femme et de ma fille, avec qui débattrions-nous les intérêts? Mon père m'a laissé tous les papiers qui constatent mon identité et une lettre par laquelle il m'assure, dans le cas où je songerais à me marier, 150 000 livres de rente. C'est autant que je puis en juger le quart du revenu de mon père. Moi, j'ai toujours eu l'intention de donner à ma fille 500 000 francs en la mariant. C'est d'ailleurs ma seule héritière. Eh bien, en supposant que ma demande ne soit pas repoussée par madame la baronne et par mademoiselle Eugénie, nous voilà à la tête de 175 000 livres de rente. À merveille, beau-père! Plaît-il? Oh, pardon, monsieur. L'espérance me rend fou. Mais il y a une part de votre fortune que votre père ne peut vous refuser. Celle qui vient de votre mère. Ah, certainement, certainement. Je l'estime à 2 millions, pour le moins. Ah, 2 millions. Eh bien, monsieur Andrea, croyez que si nul obstacle de votre part n'arrête la marche de cette affaire,
Elle est conclue. Ah, monsieur, vous me voyez le plus heureux des hommes. Et maintenant que j'ai fini de parler au beau-père, je m'adresse au banquier. Et que lui voulez-vous, au banquier? Eh bien, c'est demain que j'ai quelque chose comme 4000 francs à toucher chez vous, mais le comte de Monte Cristo a compris que fallait avoir un surcroît de dépenses, et voici un bon de 20 000 francs qu'il m'a offert. Il est signé de sa main. Cela vous convient-il? Apportez-moi comme celui-là pour 1 million. Je vous les prends. Dites-moi votre heure pour demain, et mon garçon de caisse passera chez vous. À 10h du matin, si vous le voulez bien. Soit à 10h. À l'Hôtel des Princes, toujours. Oui, toujours. « 1er juillet 1838, à l'Hôtel des Princes. » Pas à dire, hein. Ces banquiers sont l'exactitude même. 10h10, et te voilà mon petit Benedetto, nanti de 24 000 francs. Monsieur le vicomte, cet homme est venu, celui à qui votre excellence fait cette petite rente. Il n'a pas voulu prendre les 200 francs. Et comment cela? Il voulait parler à votre excellence. Je lui ai dit que vous étiez sorti, et il m'a donné cette lettre. Ah, très bien, merci. Tu sais où je demeure, je t'attends demain à 11h du matin. Ouais, ce bon Caderousse, ça. Ah, tu es exact. Parbleu. Ne te fâche pas. J'ai pensé à toi. Tiens, regarde, le bon déjeuner que nous aurons. Si c'est pour déjeuner avec toi que tu m'as dérangé, quel diable t'emporte? Ah, mon fils, en mangeant en cause, hein? Et puis ingrat que tu es, tu n'as donc pas de plaisir à voir ton ami? Moi, j'en pleure de joie. Ah, tais-toi donc, hypocrite. Tu m'aimes, toi? Si je ne t'aimais pas, est-ce que je supporterais la vie misérable que tu me fais? Moi aussi? Je pourrais avoir un domestique, un Tiburi. Avoue que je le pourrais, hein? Hein, tu regardes ma chambre, hein? Ce n'est pas l'hôtel des Princes. Tu n'es plus heureux? Toi qui ne demandais qu'à avoir l'air d'un boulanger retiré? Oh! Un boulanger retiré, mon pauvre Benedetto, ça a des rentes. Et tu en as? Je t'apporte 200 francs. C'est humiliant de recevoir ainsi de l'argent donné à contre-cœur. De l'argent qui peut me manquer du jour au lendemain. Je suis obligé de faire des économies. Pour le cas où ta prospérité ne durerait pas. La fortune est inconstante. Je sais bien qu'elle est immense, ta prospérité. Puisque tu vas épouser la fille de Danglars, le banquier. Et comment? C'était un ami Danglars. Et s'il n'avait pas la mémoire aussi mauvaise, il devrait m'inviter à ta noce, attendu qu'il est venu à la mienne. Il n'était pas si fier dans ce temps-là. Il était petit commis chez ce bon monsieur Morel, l'armateur. J'ai dîné plus d'une fois avec lui et le comte de Morcerf. Tu vois que j'ai de belles connaissances, hein? Ouais. Eh bien sûr, tu ne me crois pas. Allez, bon, passons. Asseyons-nous et mangeons. Tout mon bonheur est gâté par la seule pensée que je vis aux dépens d'un ami. J'ai des remords. C'est au point qu'hier, il m'est venu une idée. J'ai fait un plan. Elle doit être du joli. Peux-tu m'indiquer un moyen de gagner 30 000 francs sans te mêler de rien? Tu me laisseras faire, c'est tout. On chercherait. En attendant, tu pousseras mon mois à 500 francs. Je voudrais prendre une bonne.
Non, tu auras tes 500 francs. Mais c'est lourd, hein. Bon. Puisque tu puises dans des coffres qui n'ont pas de fond. Ah. Ça, c'est la vérité. Non, mon protecteur est excellent pour moi. Il me donne 5000 francs par mois. 5000? Oh, c'est bien vite dépensé. Ce qu'il me faudrait, c'est un capital. J'en ai rien. Et qui te le fera? Ton prince? Oui. Malheureusement, faut que j'attende sa mort. Et il m'a porté sur son testament. Pour combien? 500 000. Pas possible. Cadrousse, je vais te dire un secret. Je crois que j'ai retrouvé mon père. Mon vrai père. Il s'agit précisément de mon protecteur. Le comte de Monte Cristo. Ah oui? Et alors, tout s'explique. Il ne peut pas m'avouer tout haut. Mais il me fait reconnaître par M. Cavalcanti. Et par testament, il me laisse 500 000 livres. Tu en es sûr? Il m'a montré le testament. Mais c'est pas tout. Il y a un codicille par lequel il me reconnaît. Oh, le bonhomme de père. Voilà. Dis encore que j'ai des secrets pour toi. À ta confiance, mon or. Et ton prince de père, il est richissime? Il connaît pas sa fortune. L'autre jour, c'était un garçon de banque qui lui a apporté 50 000 francs. Et hier, un banquier qui lui comptait 100 000 francs or. Et tu vas dans cette maison-là? J'aimerais voir cela. Mais, dis-moi, ne demeure-t-il pas avenue des Champs-Élysées? Au numéro 30. Une belle maison, isolée, entre cour et jardin. L'argent traîne dans cette maison comme les fruits dans un verger. C'est grand? Comment c'est distribué? Raconte un peu. Ben, il me faudrait de l'encre et du papier pour faire un plan. Attends. Ah, voilà. Allez, petit. Trace. Montre-moi comment c'est. Tout autour des murs, de 8 à 10 pieds au plus. Ce n'est guère prudent. Alors, le rez-de-chaussée, salle à manger, 2 salons, salle de billard, escalier dans le vestibule, et petit escalier dérobé. Des fenêtres magnifiques, belles et larges. Mais des volets. Dont on ne se sert jamais. Ce Monte Cristo est un original. Et les domestiques? Ils ont leur maison à eux. Un joli hangar à droite en entrant. Autrefois, il y avait un chien, mais on l'a conduit à Auteuil. Ouais. Il y a sûrement quelques secrétaires mécaniques qui prennent le voleur dans une grille, qui jouent un air. Ah non. Il y a tout bonnement un secrétaire en acajou, auquel j'ai toujours vu la clé. C'est là qu'il doit mettre son argent. Il est au premier étage. Fais-moi un peu le plan du premier, petit. Alors ici, une antichambre, un salon, à droite du salon, bibliothèque et cabinet de travail. À gauche, une chambre avec cabinet de toilette. Et c'est dans le cabinet de toilette qu'est le fameux secrétaire. Ah oui. 2 fenêtres là et là. Ouais. Et il va souvent à Auteuil, ton compte? Oh, 2 ou 3 fois par semaine. Après-demain, par exemple. Il doit y aller passer la journée et la nuit. Il m'a invité à y aller dîner. Et quand tu y dînes, tu y couches? Quand ça me fait plaisir. Je suis chez le comte comme chez moi. Ah oui. Quand veux-tu tes 500 francs? Mais tout de suite, si tu les as. Eh bien, les voilà. Et maintenant, adieu, mon bon Cadrousse. J'ai affaire, tu comprends? Heureux coquin. Allez.
Monsieur de Monte Cristo est prévenu que cette nuit même, un homme s'introduira dans sa maison des Champs-Élysées pour soustraire des papiers qu'il croit enfermés dans le secrétaire du cabinet de toilette. On sait monsieur le comte de Monte Cristo, assez brave pour ne pas recourir à l'intervention de la police, intervention qui pourrait compromettre celui qui donne cet avis. Monsieur le comte pourra se faire justice lui-même. Beaucoup de précautions apparentes éloigneraient certainement le malfaiteur et feraient perdre à monsieur de Monte Cristo l'occasion de connaître un ennemi. Oui. Ils ne veulent pas me voler mes papiers. Ils veulent me tuer. Baptistin. Oui, Excellence. Vous allez retourner à Paris. Vous ramènerez tous les domestiques qui restent. J'ai besoin de tout mon monde à Auteuil. Ces pistolets sont chargés? Bien, je les prends. Toi, tu préfères ta petite hache arabe, bien sûr. Je vais me tenir dans la chambre à coucher. S'ils en veulent à ma vie, c'est là qu'ils viendront. Soit par l'escalier dérobé, soit par la fenêtre du cabinet de toilette. Ah, le secrétaire. Juste un tour de clé. Et à toi, Ali, tu restes devant l'escalier. Moi, je passe dans la pièce à côté. Bientôt minuit. Mon visiteur ne devrait pas tarder. Il arrive par la fenêtre. Il découpe la vitre. Voilà un hardi coquin. Chut. Qu'y a-t-il, Ali? L'autre fenêtre. Ah oui, voyons cela, oui. Ah oui, ils sont deux. L'autre fait le guet dehors. Bon, nous avons le temps pour celui-là. Occupons-nous d'abord de notre visiteur. Il s'en prend au secrétaire. Ce n'est donc qu'un voleur. Voilà qui est surprenant après la lettre. Ah, il allume sa lanterne pour mieux y voir. Oh, c'est... Non. Non, ne bouge pas, Ali. Nous n'avons plus besoin d'armes. C'est l'autre là-bas dans la rue qui m'intrigue. Il semble négliger de faire le guet pour ne s'occuper que de ce qui se passe ici. Tu le vois, Ali? Il est monté sur une borne. Bon. On verra cela plus tard. Allez, reste là. Ne viens que si je t'appelle. Mon Dieu. Bonsoir, cher monsieur Caderousse. Que diable venez-vous faire ici, à pareille heure? La Pepoussone. Ah, je suis bien aise que vous me reconnaissiez. Cela prouve que vous avez une bonne mémoire. Voilà tantôt 10 ans que nous ne nous sommes vus. Nous voulons donc voler le comte de Monte Cristo. Monsieur l'abbé. Ah, écoutez, un carreau coupé, la lanterne sourde, le trousseau de rossignol, les secrétaires à demi forcés, c'est clair. Je vois que vous êtes toujours le même, monsieur l'assassin. Mais vous savez bien que ce n'est pas moi, que c'est la carconte. Ça a été reconnu au procès. Ils ne m'ont condamné qu'aux galères. Vous avez donc fini votre temps?
J'ai été délivré par quelqu'un. Ah, alors vous êtes en rupture de ban. Hélas, oui. Et mauvaise récidive. Cela vous conduira, si je ne me trompe, à la place de grève. Le besoin, monsieur l'abbé... Peut conduire à demander l'aumône, à voler un pain, mais non pas à venir forcer un secrétaire dans une maison que l'on croit inhabitée. Mais pardon, monsieur l'abbé, pardon. Sauvez-moi encore une fois. Et cela ne m'encourage pas. Êtes-vous seul, monsieur l'abbé? Ou bien avez-vous là des gendarmes tout prêts à me prendre? Je suis tout seul. Et j'aurai encore pitié de vous, si vous me dites la vérité. Je puis bien dire que vous êtes mon sauveur, vous. Vous prétendez qu'on vous a délivré du bagne. Qui c'est là? Un Anglais, Lord Villemort. Oui, je le connais. Je saurai donc si vous me mentez. Monsieur l'abbé, je dis la vérité pure. Cet Anglais vous protégez donc? Mais non, pas moi, mais un jeune Corse, qui était mon compagnon de chaîne, qui se nommait Benedetto. Ah, c'est un homme de baptême. Il n'en avait pas d'autre. C'est un enfant trouvé. Ah. Alors ce jeune homme s'est évadé avec vous? Oui. Et qu'est-il devenu? Je n'en sais rien. Nous nous sommes séparés, hier. Vous mentez! Cet homme est encore votre ami. Et vous vous servez de lui, comme d'un complice peut-être. Oh, monsieur l'abbé. Depuis que vous êtes à Paris, vous avez vécu de l'argent qu'il vous a donné. Ah, bien c'est vrai. Benedetto est devenu un fils de grand seigneur. Un fils naturel. Et comment nommez-vous ce grand seigneur? Le comte de Monte Cristo, chez qui nous sommes. Comment? Benedetto. Benedetto, le fils du comte. Mesdames, puisque le comte lui a trouvé un faux père, puisqu'il lui donne 5000 francs par mois, puisqu'il lui laisse 500 000 francs par testament. Ah, oui. Et quel nom porte, en attendant, ce jeune homme? Il s'appelle Andrea Cavalcanti. Cavalcanti? Ah, mais alors c'est ce jeune homme que mon ami le comte de Monte Cristo reçoit chez lui, qui va épouser mademoiselle Danglars. Et vous souffrez cela, misérable. Pourquoi voulez-vous que j'empêche un camarade de réussir? Eh oui, c'est juste, bien sûr, oui. Ce n'est pas à vous de prévenir, monsieur Danglars. C'est à moi. Trompe de l'air, tu ne diras rien, l'abbé. Je ne sais ce qui me retient de te briser le crâne, scélérat. Grâce! Dieu, quel poignet vous avez, monsieur l'abbé? Dieu me donne la force de dompter une bête féroce comme toi. Tiens, prends cette plume et écris ce que je vais te dicter. Oui. Monsieur, l'homme que vous recevez chez vous, et à qui vous destinez votre fille, est un ancien forçat. Échappé avec moi du bagne de Toulon. Il s'est nommé Benedetto, mais il ignore son véritable nom, n'ayant jamais connu ses parents. Bene. E adesso firma, signe. Vous voulez donc me perdre? Ma imbécile! Si je voulais te perdre, je te traînerais jusqu'au premier corps de garde. Signe! Adesso metti l'indirizzo, l'adresse. Monsieur le baron Danglars. Banquier. Rue de la Chaussée d'Antin. Bene. Allez. Maintenant, va-t'en, par où tu es venu. Par la fenêtre? Vous méditez quelque chose contre moi, monsieur l'abbé? Et que veux-tu que je médite?
Dites-moi que vous ne voulez pas ma mort. Je veux ce que Dieu veut. Jurez-moi que vous ne me frapperez pas tandis que je descendrai. Stupido e vigliacco che sei. Monsieur l'abbé, mais tentez une dernière épreuve. Bene. Tu sais que je suis un homme de parole, Caderousse. Ebbene, si tu rentres chez toi, sain et sauf, oui. Quitte la France, et partout où tu seras, tant que tu te conduiras honnêtement, je te ferai passer une petite pension. Car si tu rentres chez toi, sain et sauf, je croirai que Dieu t'a pardonné et je te pardonnerai moi aussi. Vous me faites peur. Allez, descends. Je vous obéis, monsieur l'abbé. Je vous obéis. Vattene! Oui. Vattene! Dalla finestra! Bon, le voilà qui escalade le mur d'enceinte. Et... Ah, Caderousse, en vérité, je ne sais pas si... Au secours! Au meurtre! Au meurtre! À moi, monsieur l'abbé! À moi! Allez! Vite! Ma qu'y a-t-il, Caderousse? Ah, l'abbé, vous arrivez trop tard. Non, il n'est qu'évanoui. 2 coups de couteau dans le dos et 1 dans la poitrine. Il ne s'en tirera pas. Allez, va chercher monsieur le procureur du roi de Villefort, qui demeure Faubourg Saint-Honoré, et amène-le ici. Ah, et aussi, tu ramèneras un médecin. Va, je le porterai seul. Ah, mon Dieu. Votre vengeance se fait parfois attendre. Mais alors je crois qu'elle ne descend du ciel que plus complète. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 29e épisode, Ce que Dieu veut. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Gérard de Villefort, André Oumanski. Danglars, Alain Mottet. Caderousse, Armand Meffre. Andrea Cavalcanti, Jean-Paul Tribou. Le docteur d'Avrigny, Pierre Olivier. Baptistin, Jacques Maire. Le portier, René Breuil. Pasquier, René Lafleur. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne.
Aujourd'hui, 30e épisode, l'implacable témoignage. Buvez ceci. C'est la vie que vous me versez là. Encore. Non. 2 gouttes de plus vous tueraient. Voulez-vous que j'écrive votre déposition? Vous la signerez? Oui. Oh oui. Bien. Alors, je scrivo, je meurs, assassiné par l'écorce Benedetto, mon compagnon déchaîne au bagne de Toulon. Ecco, firmi qui, signi là. Vous raconterez le reste, hein? Qui se fait appeler Andrea Cavalcanti, qui loge à l'Hôtel des Princes. Si. Et aussi qu'il avait prévenu le comte par un billet. Oui. Le comte est en absence, c'est moi qui ai reçu ce billet et qui ai veillé pour vous attendre. Il sera guillotiné, n'est-ce pas? Je meurs avec cet espoir-là. Si, je dirais qu'il est arrivé derrière vous, qu'il vous a guetté tout le temps. Vous avez vu tout cela. Et vous ne m'avez pas averti. Et non, car dans la main de Benedetto, je voyais la justice de Dieu. S'il y avait une justice de Dieu, il y a des gens qui seraient punis, et qui ne le sont pas. Patience. Et puis, Dieu est plein de miséricorde. Il est le Père avant d'être juge. Je n'ai pas besoin d'un prêtre. Mais non, mais je sais. Peut-être qu'on peut me sauver. Non, tu es blessé à mort. Général de Benedetto, il échappera, lui. Non, personne n'échappera, c'est moi qui te le dis, Caderousse. Alors, je ne crois pas à Dieu. Il n'y a pas de Dieu, pas de providence. Il n'y a que du hasard. Il y a un Dieu. Et la preuve, c'est que tu es là, gisant, désespéré, régnant Dieu. Et que moi je suis debout devant toi, riche, heureux, sain et sauf. Mais qui êtes-vous donc alors? Regarde-moi bien. Comme ceci, sans ma perruque. Hein? Oh, si ce n'était ces cheveux noirs, je dirais que vous êtes Lord Villemort. Et non, je ne suis ni l'abbé Busoni, ni Lord Wilmore. Regarde mieux. Plus loin. Regarde dans tes premiers souvenirs. Ah oui. Il me semble que je vous ai connu. Eh oui. Autrefois. Eh oui, tu m'as connu. Je suis Edmond Dantès. Oh mon Dieu, pardonne de vous avoir renié. Vous existez. Vous êtes bien le Père des hommes au ciel et le juge des hommes sur la terre. Ah mon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi. Recevez-moi.
le premier. « 19 juillet 1838, chez Albert de Morcerf. Monsieur Beauchamp. J'arrive de Janina. Mon ami, la note parue dans le journal avait, hélas, raison. Alors, cet officier français, ce traître qui a livré les châteaux de l'homme au service duquel il était... Pardonnez-moi de vous le dire. C'était votre père. Tenez, en voici les preuves. Ces papiers signés par 4 notables de Janina et dont les signatures ont été légalisées par le consul français. Oh. J'ai voulu tout voir par moi-même. Il n'y a pas d'erreur. Cet officier instructeur, ce Fernand, élevé par Ali au titre de général-gouverneur, n'est autre que Fernand Mondego, comte de Morcerf. Non. Albert, personne au monde, maintenant que j'ai toutes les preuves, ne peut me forcer à un combat que votre conscience, j'en suis certain, vous reprocherait comme un crime. Mais ce que vous ne pouvez plus exiger de moi, je viens vous l'offrir. Ces preuves que je possède seul. Voulez-vous qu'elles restent entre nous? Beauchamp. Tenez, prenez ces attestations et détruisez-les si vous le voulez. Noble cœur, merci. Oui, vous avez raison de les brûler, que tout cela s'oublie comme un mauvais rêve. Et qu'il n'en reste que l'éternelle amitié que je voue à mon sauveur. Mais j'ai quelque chose de brisé dans le cœur. On ne se sépare pas ainsi en une seconde de ce respect, de cette confiance, de cet orgueil qui inspire à un fils le nom sans tache de son père. Oh, Beauchamp, comment à présent vais-je aborder le mien? Et ma pauvre mère, combien elle a dû souffrir si elle a su tout cela. Courage, ami. Mais d'où venait cette première note insérée dans votre journal? Il y a derrière tout cela une haine inconnue. Un ennemi invisible. Raison de plus pour réserver vos forces en vue du moment où l'éclat se fera. Vous croyez que nous ne sommes pas au bout? Tout est possible. Si vous m'en croyez, nous allons sortir. Un tour au bois vous distraira. Ou plutôt non, tenez. Allons un peu voir Monsieur de Monte Cristo. C'est un homme admirable pour remettre les esprits en ce qu'il ne questionne jamais. Or, à mon avis, les gens qui ne questionnent pas sont les plus habiles consolateurs. Soit, allons chez lui. Je l'aime bien. Ah, j'espère que tout est arrangé entre vous. Oui, des bruits absurdes qui sont tombés d'eux-mêmes, ne parlons plus de cela. Mais que faites-vous, comte? Vous mettez de l'ordre dans vos papiers? Non, dans les papiers de M. Cavalcanti. De M. Cavalcanti? C'est un jeune homme que lance le comte. Je ne lance personne. M. Cavalcanti va épouser Mademoiselle Danglars. Comment? Il épouse? Mais vous, Albert? Nos fiançailles sont rompues, et M. Cavalcanti est en place. Et c'est vous, comte, qui avez fait ce mariage? Oh, c'est si peu moi que je suis en froid avec le beau-père et avec le jeune homme. Il n'y a que Mademoiselle Eugénie, laquelle ne me paraît pas avoir une profonde vocation pour le mariage, qui, en voyant à quel point j'étais peu disposé à la faire renoncer à sa chère liberté, m'ait conservé son affection. Et vous dites que ce mariage est sur le point de se faire? Oui, malgré tout ce que j'ai pu dire. Moi, je ne le connais pas, ce jeune homme.
On le prétend riche et de bonne famille, mais ce sont de simples on-dit. J'ai répété tout cela à M. Danglars, mais il est entiché de son italien. On m'a chargé d'écrire au major Cavalcanti de lui demander des papiers. Ces papiers, les voilà. Je les leur renvoie. Mais comme Pilate, en me lavant les mains. Et mademoiselle d'Armilly, quelle mine fait-elle? Eh bien, il paraît qu'elle part pour l'Italie. Madame Danglars m'a demandé des lettres d'introduction pour les impresarii. Je lui ai donné un mot pour le directeur du théâtre Valle, qui m'a quelques obligations. Mais qu'avez-vous donc, Albert? Vous avez l'air tout attristé. Est-ce que, sans vous en douter, vous étiez amoureux de la belle Eugénie? Pas que je sache, non. J'ai la migraine. Ah. Eh bien, mon cher vicomte, j'ai un remède infaillible à vous proposer. Le déplacement. En vérité? Oui. Et en ce moment-ci, comme je suis extrêmement contrarié, je me déplace. Voulez-vous que nous nous déplacions ensemble? Vous contrarié? Et de quoi donc? Alors, je voudrais bien vous voir avec une instruction dans votre maison. Quelle instruction? Mais comment, quelle instruction? Celle que M. de Villefort mène contre mon aimable assassin, une espèce de brigand échappé du bagne de Toulon. Enfin, on en a assez parlé dans les journaux. Et c'est que je me suis absenté. Ah. Eh bien voilà, il s'agit d'un nommé Cadrousse, un Provençal. M. de Villefort en a entendu parler quand il était à Marseille, et M. Danglars se rappelle l'avoir vu. Enfin, il en résulte que le procureur prend l'affaire très à cœur, et que grâce à cet intérêt, on m'envoie ici depuis 15 jours tous les bandits qu'on peut se procurer dans Paris et dans la banlieue, sous prétexte que ce sont les assassins de M. Cadrousse. Aussi, je prends le parti de m'en aller. Vicomte, venez avec moi. Volontiers, mais où cela? Où l'air est pur, où le bruyant dort, où si orgueilleux qu'on soit, on se sent humble et l'on se trouve petit. À la mer. Je suis un marin. J'aime la mer comme on aime une maîtresse. Et quand il y a longtemps que je ne l'ai vue, je m'ennuie d'elle. J'accepte. Bien. Où m'emmenez-vous? En Normandie, dans les environs du Tréport, où M. Bertuccio m'a récemment acheté une propriété. Pas de société, pas de voisins, des chevaux pour courir, des chiens pour chasser, et une barque pour pêcher. C'est tout ce qu'il me faut. Je préviens ma mère et je suis à vos ordres. Mais vous permettra-t-on de venir avec l'homme qu'on appelle le comte de Monte Cristo? Ne vous ai-je pas dit toute la sympathie que ma mère avait pour vous? Quand nous sommes seuls, nous ne causons que de vous. Elle m'a dit l'autre jour, « Je crois le comte une noble nature. Tâche de te faire aimer de lui. » Ah, vraiment. Eh bien, allez. Et à ce soir, donc. Entre la pêche, la chasse, la promenade et le repos, 3 jours seulement que cela dure et il me semble que Paris est loin. N'était-ce ma mère? Florentin, est-ce que ma mère est malade? Non, monsieur, c'est cette lettre de monsieur Beauchamp. Et il m'a dit que c'était urgent. Et il y a aussi ce journal. Oh. Pauvre jeune homme. Il est donc dit que la faute des pères retombera sur les enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Comte, merci de votre bonne hospitalité dont j'aurais voulu jouir plus longtemps, mais il faut que je retourne à Paris. Mais qu'est-il donc arrivé? Un grand malheur. Vraiment? Pas de questions, je vous en supplie. Un cheval. Mes écuries sont à votre service. Ali! Un cheval pour monsieur de Morcerf. Qu'on se hâte, il est pressé. Merci, comte. Mais ce n'est rien. Vous connaissez les relais. Vous y trouverez toujours des chevaux frais.
Vous trouverez peut-être mon départ insensé. Eh bien, cet article dans le journal vous dira tout. Ah, voilà votre monture. Adieu. Et merci, comte. Au revoir. Cet officier français, au service d'Ali Tebelin, pacha de Janina, dont parlait il y a 3 semaines le journal L'Impartial, et qui non seulement livra les châteaux de Janina aux Turcs, mais encore vendit son bienfaiteur à ceux-ci, s'appelait en effet à cette époque Fernand, comme l'a dit notre honorable confrère, mais depuis, il a ajouté à son nom de baptême un titre de noblesse et un nom de terre. Il s'appelle aujourd'hui Monsieur le Comte de Morcerf et fait partie de la Chambre des Pairs. Avant-hier, j'ai donc trouvé cet article dans un autre journal. Je connais le gérant, je suis allé le voir. Je lui ai parlé diffamation et procès. Il m'a répondu qu'il avait reçu l'information avec preuve à l'appui et qu'il était convaincu que le comte de Morcerf se tiendrait tranquille. Mais de qui tenait-il ces renseignements? D'un homme arrivé de Janina avec un formidable dossier. Un dossier? Mais ce n'est pas tout. Depuis ma lettre, il s'est passé autre chose. Quoi encore? Et où cela? À la Chambre des Pairs. On savait la nouvelle et l'on y attendait votre père. Lorsqu'il est arrivé hier matin, il ignorait tout encore, mais cela ne dura pas. Un des honorables pairs, ennemi juré du comte, monta à la tribune. Et après avoir réclamé toute l'attention de l'assistance, il lut l'article. L'accusateur exposa ensuite son scrupule. Outre l'honneur de M. de Morcerf, c'était celui de toute la Chambre qu'il prétendait défendre en provoquant un débat qui devait s'attaquer à ces questions personnelles toujours si brûlantes. Et il conclut en demandant une enquête. Et mon père? Oh, il paraissait si accablé qu'il put à peine balbutier quelques mots. Le président mit l'enquête aux voix et celle-ci fut décidée. Le courage, cependant, était revenu au comte. Messieurs les pairs, ce n'est point avec du temps qu'on repousse une attaque comme celle que dirigent contre moi des ennemis inconnus. Je demande que l'enquête ait lieu le plus tôt possible et je fournirai à la Chambre toutes les pièces nécessaires à l'efficacité de cette enquête. On nomma donc une commission de 12 membres et l'heure de la première séance fut fixée à 8 heures du soir dans les bureaux de la Chambre. Ensuite? Apprêtez votre courage. Allez donc. Le soir arriva, tout Paris était dans l'attente de l'événement. Grâce à mon amitié pour un des membres de la commission, je réussis à assister discrètement à la scène. À 8 heures précises, tout le monde était arrivé. Votre père tenait à la main quelques papiers et semblait calme. La commission était loin d'être malveillante et plusieurs de ses membres vinrent au comte et lui donnèrent la main. À ce moment, un huissier entra et remit une lettre au président. « Vous avez la parole, monsieur de Morcerf, » dit le président en décachetant la lettre. Et que fit mon père? Il produisit des pièces qui prouvaient que le vizir de Janina l'avait, jusqu'à sa dernière heure, honoré de sa confiance, puisqu'il l'avait chargé d'une négociation avec l'empereur lui-même. La négociation avait échoué, et quand il était revenu pour défendre son bienfaiteur, celui-ci était déjà mort. Mais Ali Pacha lui avait confié sa maîtresse favorite et sa fille. Le discours du comte avait ému la commission. C'est alors que le président leva les yeux de la lettre qu'il venait de lire. Monsieur de Morcerf, vous venez de nous dire que le vizir vous avait confié sa femme et sa fille. Oui, mais à mon retour, Vassiliki et sa fille Haïdé avaient disparu. Vous les connaissiez? Mon intimité avec le pacha m'avait permis de les voir plus de 20 fois. Avez-vous une idée de ce qu'elles sont devenues? J'ai entendu dire qu'elles avaient succombé à leur chagrin et à leur misère. Je n'étais pas riche, et à mon grand regret, je ne pus pas me mettre à leur recherche.
Pouvez-vous, à l'appui de ce récit, fournir quelques témoins? Hélas, non. Seul de tous ceux qui ont entouré Ali Pacha, j'ai survécu. Messieurs, vous ne serez point fâchés, je présume, d'entendre un témoin très important à ce qu'il assure. Voici la lettre que je viens de recevoir à cet égard. Monsieur le Président, je puis fournir à la commission d'enquête chargée d'examiner la conduite en Épire et en Macédoine de monsieur le lieutenant-général comte de Morcerf les renseignements les plus positifs. J'étais sur les lieux et j'assistais au dernier moment d'Ali Pacha. Je sais ce que devinrent Vassiliki et Agdé. Je me tiens à la disposition de la commission et réclame l'honneur de me faire entendre. Je serai dans le vestibule de la Chambre au moment où l'on vous remettra ce billet. Ce n'est pas signé. Huissier, y a-t-il quelqu'un qui attend dans le vestibule? Oui, Monsieur le Président. Une femme accompagnée d'un serviteur. Faites entrer cette femme. Madame, vous avez écrit que vous aviez été un témoin oculaire des événements de Janina. Vous étiez bien jeune alors. J'avais 4 ans. Mais comme ces événements avaient pour moi une suprême importance, aucun détail n'est sorti de mon esprit, car il s'agissait de la vie et de la mort de mon père. Je m'appelle Haïdé, fille d'Ali Tebelin, Pacha de Janina, et de Vassiliki, sa femme bien-aimée. Pouvez-vous prouver ce que vous avancez, madame? Voici l'acte de naissance, rédigé par mon père et signé par ses principaux officiers. L'acte de mon baptême, mon père ayant consenti à ce que je fusse élevé dans la religion de ma mère. Voici aussi l'acte de la vente qui fut faite de ma personne et de celle de ma mère, au marchand arménien El-Kobir, par l'officier français qui, dans son infâme marché, s'était réservé pour sa part de butin la fille et la femme de son bienfaiteur, qu'il vendit pour la somme de 1000 bourses, c'est-à-dire à peu près 400 000 francs. Et enfin, cet autre acte par lequel monsieur le comte de Monte Cristo m'a racheté plus tard au sultan Mahmoud. Ma mère était morte sur la route de Constantinople. Huissier, produisez-moi ces actes. Madame, ne peut-on interroger le comte de Monte Cristo? Il est en Normandie depuis quelques jours. Mais alors, madame, qui vous a conseillé cette démarche? Mon respect et ma douleur. Quoique chrétienne, j'ai toujours songé, Dieu me pardonne, à venger mon illustre père. Je vis dans la maison de mon noble protecteur, et je savais que le traître habitait Paris. Quand j'ai appris par les journaux ce qui s'était passé à la chambre des pairs et ce qui devait s'y passer ce soir, j'ai écrit. Monsieur le comte de Monte Cristo n'est donc pour rien dans votre démarche. Elle l'ignore complètement, monsieur. Et je n'ai qu'une crainte, c'est qu'il la désapprouve quand il l'apprendra. Monsieur de Morcerf, reconnaissez-vous, madame, pour la fille d'Ali Tebelin, Pacha de Janina? Non. Ceci est une trame ourdie par mes ennemis.
Tu ne me reconnais pas? Eh bien, moi, heureusement, je te reconnais. Tu es Fernand Mondego, l'officier franc qui instruisait les troupes de mon noble père. C'est toi qui as livré les châteaux de Janina. C'est toi qui as poignardé Selim, le favori de mon père. C'est toi qui nous as vendu, ma mère et moi, au marchand El-Kobir. Assassin! Assassin! Assassin, tu as encore au front le sang de ton maître. Vous reconnaissez donc positivement monsieur le comte de Morcerf pour être le même que l'officier Fernand Mondego? Si je le reconnais. Ma mère m'a dit. Regarde bien sa main droite, celle qui a une large cicatrice. Si tu oubliais son visage, tu le reconnaîtras à cette main dans laquelle sont tombées une à une les pièces d'or du marchand El-Kobir. Oh, qu'ils disent maintenant s'il ne me reconnaît pas! Monsieur de Morcerf, répondez. La justice de la cour est suprême et égale pour tous, comme celle de Dieu. Qu'avez-vous à dire? Décidez-vous. Rien. La fille d'Ali Tebline a donc déclaré la vérité. Vous avez donc fait toutes les choses dont on vous accuse. Messieurs, monsieur le comte de Morcerf est-il convaincu de félonie, de trahison et d'indignité? Oui. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 30e épisode, l'implacable témoignage. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, alias l'abbé Busoni, Pierre Santini. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Le comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Cadrousse, Armand Meffre. Haïdé, Catherine Vichniakov. Beauchamp, Philippe Mercier. Le président, Jean-Jacques Stine. Florentin, Gérard Thirion. L'huissier, Jacques Bretonnière. Et les voix de Frédéric Cantrel, Philippe de Rèze, Michel Amiel, Yves Ferry. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.